Le Parlement européen décide de durcir la directive Télévision sans frontières qui impose des quotas de diffusion d'œuvres signées en Europe. Strasbourg est l'exception culturelle. Sur place pour France 2, Christian-Marie Monod. Le Parlement européen affichait complet. L'enjeu était de taille, une nouvelle directive pour la télévision sans frontières. Par 292 voix pour et 195 contre, le renforcement de la protection de la production européenne est adopté. Les députés français ont bénéficié du soutien de la gauche européenne. Si nous voulons que les conditions de concurrence soient équitables, il faut que l'Europe existe. On reconstitue une forteresse culturelle? On ne constitue pas une forteresse culturelle. On constitue l'espace dans lequel la création est possible et dans lequel le dialogue entre cultures existe aussi. Et ça, je crois que c'est fondamental. Alors, vous ne l'avez peut-être pas vu parce que Guillaume Clossard est très grand, mais cette vidéo... Non, mais Guillaume, c'est parfait. Cette vidéo datée de 1996, et je voyais peut-être se tromper, mais ce n'était pas France 2, c'était Antenne 2 à l'époque. Alors, voilà, c'était bien ça, vous me confirmez. Donc, le sujet est toujours d'actualité. Hein, on a beaucoup avancé et on avance toujours extrêmement vite dans les domaines de l'audiovisuel. On va commencer cette table ronde. Madame Fleury-Erard, vous êtes donc vice-présidente de l'autorité de la concurrence. Alors, il y a cette directive SMA, instaure des quotas de diffusion, 30% des œuvres européennes, des obligations de financement, l'instauration aussi de droits divers et variés. Est-ce que, selon vous, et vous qui avez une vision sur la concurrence, est-ce que ces contraintes mises en place par les directives peuvent enrayer ou du moins réguler la puissance des plateformes américaines qui arrivent sur le marché européen? Saisissez-vous dans le micro. Il va falloir partager les micros ce matin autour de la table. Est-ce qu'il y a un micro de plus? Merci beaucoup. Pour commencer, une petite rectification. Je ne suis plus vice-présidente de l'autorité de la concurrence depuis le 18 mars, puisque j'ai terminé mon mandat à cette époque. Et donc, je vais m'exprimer avec une totale liberté, même si, évidemment, la réflexion, elle est nourrie par un avis sur le projet de loi audiovisuel qu'on a rendu en février dernier à l'issue d'un travail collectif, ma foi, extrêmement intéressant. Merci pour votre question. Il n'y a aucun doute que la directive est un pas énorme, mais je ne vais pas continuer là-dessus parce que je pense qu'il y aura d'autres membres du panel qui vont s'exprimer là-dessus. Et peut-être moi je vais commencer par poser le paysage de la manière dont nous le voyons, qui est peut-être effectivement sur le thème, ça ne suffira pas. En un mot commençant, pour donner tout de suite la conclusion. Pourquoi ça ne suffira pas? D'abord parce que je pense qu'il faut prendre conscience de la profondeur de... Tout à fait, toujours. Bienvenue Hervé. Merci, c'est très gentil, je suis content de vous retrouver. Hervé Rony nous rejoint donc autour de ce premier débat. De la profondeur de la révolution qui secoue le secteur et qui, on peut, de multiples manières, on peut en évoquer un peu comme ça au passage 3 ou 4, et du coup après on comprendra mieux effectivement pourquoi il faut peut-être relativiser ce que peut faire la directive. La profondeur de la révolution, c'est que comme dans toute révolution digitale, ça se manifeste par 2 caractères. Un abaissement ou une disparition des barrières à l'entrée et une généralisation de l'offre low cost. Ici, on observe ça aussi. Abaissement des barrières à l'entrée, là, c'est extrêmement violent, puisqu'à partir du moment où le paysage n'est plus régulé par les autorisations accordées par le CSA, le jour où les FAI ont accepté de mettre effectivement leur réseau managé à la disposition de ce qui n'était diffusé qu'en OTT, il n'y avait plus de barrière. Il n'y avait plus de barrière effectivement à la diffusion. Le jour où Netflix est arrivé, Amazon arrivera bientôt sur les box Orange, etc. Évidemment, ça change tout, parce que les précieuses fréquences hertziennes ne servent plus à grand-chose. Et voilà. Deuxième barrière à l'entrée
violente qui est très profondément mise en cause, le fait qu'on avait un système économique extrêmement cloisonné, production, production, édition, diffusion, etc. Bah ça saute aussi. Hein. Netflix, quand il s'est lancé dans son nouveau business, a compris très vite qu'il fallait échapper au bottleneck des studios. Et donc, très vite, il a fait de la production, il a remonté la chaîne pour faire de la production lui-même. Et en face, qu'est-ce qu'on voit ? Maintenant, les studios comprennent que, le cloisonnement de la chaîne verticale, ça ne marchait plus. Ils ont descendu et maintenant, comme vous savez, Disney+, etc., ils font maintenant du B2C, donc le modèle B2B terminé. Ça, c'est un élément d'une révolution. Le deuxième élément, c'est l'effet de ciseaux. Oui, offre low cost des FAI. Ça veut dire qu'il y a eu un abaissement énorme de l'ARPU pour la télévision payante. On le voit avec les nouvelles offres d'abonnement de Canal+. Les ressources de la télévision publique, on ne fait pas de dessin. Pardon. La télévision commerciale, on pourrait en parler longtemps, mais comme chacun sait, les SVOD, ça veut dire baisse de la durée d'écoute individuelle. 6 minutes en France, ça commence, mais aux États-Unis, c'est beaucoup, beaucoup plus violent. Donc voilà, les ressources baissent drastiquement. Et en face, comme maintenant le marché des droits, qui est devenu le marché fondamental en réalité, est devenu mondial. S'il est devenu mondial, plus les droits sont intéressants, plus ils valent cher. Donc, effet ciseaux pour les télés. Troisième révolution face à ça, on a des plateformes SVOD qui ont un nouveau modèle économique. S'ils ne dépendent pas de la publicité et des ressources d'abonnement, Netflix un peu, mais YouTube, Amazon, Apple, c'est un tout nouveau modèle d'affaires. Donc, ils sont très au-dessus. Et ils se financent comment ? Ils se financent par un énorme appel au marché. Ils se financent par l'endettement. Et ils se financent dans un modèle où, plus ou moins, the winner takes all. Ça veut dire qu'il y a des masses énormes de capitaux qui sont disponibles pour essayer de rafler les plus grandes parts possibles de marge de marché. Et ça, c'est le cas, effectivement, de Netflix actuellement, qui gagne des abonnés à une allure folle. Donc, et dernière évolution fondamentale structurelle, on n'en parlera pas, mais on voit bien qu'entre cinéma et audiovisuel, il y a une révolution qui est en train de se faire. Et là aussi, on était très, très cloisonné dans notre système régulé français entre le système applicable au cinéma et le système applicable à l'audiovisuel. Un article récent des Échos ce week-end qui était intéressant de ce point de vue-là. Donc, c'est vraiment une révolution énorme. Face à ça, on a la directive SMA. La directive SMA, c'est une immense victoire pour quelqu'un qui, comme moi, effectivement, s'est battu pendant le referendum en 1993 pour essayer de sauver l'exception culturelle et le droit de l'Europe à avoir des quotas. Et Dieu sait qu'on est passé vraiment à un fil de la défaite. Voir effectivement quelque chose comme la directive SMA, c'est effectivement quelque chose de remarquable. Une fois qu'on a dit ça, il faut essayer d'être un petit peu réaliste avec la directive SMA. D'abord parce qu'il y a le facteur temps. Supposons qu'effectivement la loi audiovisuelle paraisse dans un an. C'est déjà un scénario relativement optimiste, qu'elle soit promulguée à l'été 2020. Ça, c'est la promulgation de la directive. Après, il faut aussi que cette directive entre en application. Et ça va demander un énorme travail. Je ne veux pas en parler. Je pense que Nathalie Sonac en parlera très bien, de la part de l'ERGA, parce que c'est toutes les autorités de régulation européennes qui vont devoir éclaircir les zones d'ombre, les incertitudes de cette directive. Peut-être que l'ERGA fonctionne avec une rapidité et une efficience exceptionnelles, mais moi, mon expérience d'une autre institution européenne qui s'appelait l'EPRA, c'était pas comme ça. Donc, quand il va falloir savoir effectivement comment on applique la notion de quota à un catalogue et pas à une diffusion linéaire, quand il va falloir qu'on décide ce que ça veut dire la mise en valeur des productions européennes dans ce quota, quand il va falloir savoir quel va être un système de sanctions si jamais ce n'est pas respecté,
quand il va falloir répartir les rôles entre les autorités du pays d'origine et les autorités du pays de réception, sachant qu'il y a plus que des nuances dans la manière dont les différents pays apprécient la diversité culturelle, penser qu'il leur va falloir 5 ans pour être absolument d'accord et en période d'application de tous les beaux principes de la directive, ça ne me paraît pas totalement irréaliste et j'espère beaucoup me tromper. Mais voilà. Ajouter à ça qu'il y a des failles dans cette directive. Si une SVOD, une plateforme SVOD se met dans un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne, pour l'instant, on n'a pas la solution. Il échappe à la SMA. Donc, si c'est un Netflix ou un Disney+, c'est un petit peu embêtant. Il y en a, ça c'est l'une de ces failles. Il y en a d'autres. Amazon, ça va de quoi l'assiette dans un truc comme Prime Video, j'en sais rien. Voilà, il y a un paquet de questions qui sont absolument pas résolues. Si je continue encore, je me dis, bon, supposons que c'est génial, on arrive à tout mettre en place, on va lever plein de sous. D'abord, rêvons pas trop sur les sous. Supposons qu'effectivement Netflix paye aujourd'hui 5 millions d'abonnés, grosso modo 10 € par abonné, 500 millions par an. Admettons qu'on arrive à leur coller un quota à 15% d'obligations de production audiovisuelle, c'est déjà pas mal. Ça fait 75 millions d'euros. Si, dans le même temps, les télévisions arrivent à un moment où leurs ressources font que ils n'amortissent pas leurs coûts fixes, je ne sais pas trop comment les 75 millions de Netflix vont vraiment sauver le système, en réalité. Donc, c'est quand même, de toute façon, ce n'est pas vraiment la solution miracle. Et enfin, est-ce que vous êtes tous d'accord pour donner accès à Netflix au fonds de soutien? Voilà. Ça, c'est fait. Merci beaucoup, Elisabeth. Vous disiez justement en introduction que c'était déjà une avancée, mais que ça ne suffirait pas, que ces directives étaient finalement sous-dimensionnées, parce que c'est sûr qu'on a affaire, et depuis plusieurs saisons, à des forces de frappe d'acteurs qui arrivent avec des business models totalement différents, même entre acteurs du streaming. Les business models sont là aussi très divers. Netflix, évidemment, finance la création sur l'endettement, certes, mais aussi sur l'abonnement de ses utilisateurs. Un Amazon Studio et Prime Video va financer la création, non pas grâce aux ressources de Prime Video, mais grâce au trésor de guerre d'Amazon qui en réalité est le cloud et en B2B. Donc voilà, on a affaire à une quantité de business models extrêmement différents, avec une réflexion qui, très naturellement, côté Europe, découle de business models qui viennent d'une télévision beaucoup plus traditionnelle. Vous le disiez vous-même, quand on essaie de compenser les recettes entre les 75 millions potentiels de Netflix avec une entrée en application de quotas versus ce que les broadcasters européens aujourd'hui peuvent financer, on n'arrive pas vraiment à faire le compte. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une grande chance pour nous reposer complètement la question de changer la méthode de régulation, de changer les business models? Si on a affaire à de nouveaux acteurs, à de nouveaux entrants qui, évidemment, bouleversent les règles du jeu parce que c'est la façon dont ils se placent dans les failles du système, pourquoi est-ce qu'on ne repense pas, nous, notre mindset dès le départ, Nathalie? Pardon, du coup, je t'ai désigné volontaire, mais... Merci beaucoup. Bon, alors, on va peut-être essayer de recaler les choses peut-être plus positivement. En tout cas, je vais tenter de le faire, même si l'analyse d'Elisabeth Ferreira est extrêmement pertinente. Il y a quand même des avancées qu'on peut noter. Bon, déjà, d'une part, tout le monde s'entend pour considérer que c'est bien l'échelle européenne qui est aujourd'hui clairement le niveau de référence pour fixer les fondements d'un espace numérique uni autour des principes essentiels qui sont tout de même le respect des personnes, la promotion de la diversité. Ensuite, le deuxième élément qui me semble clé, c'est qu'on avait besoin d'un espace européen médiatique harmonisé et que nous avons 3 nouvelles directives qui ont été amendées. On a la directive SMA sur laquelle évidemment je reviendrai, la directive du droit d'auteur, la directive câble satellite et qui sont aussi complétées par le règlement de portabilité sur les contenus. Ça signifie qu'on a un nouveau dessin de ce nouvel espace médiatique culturel européen. Et pour la première fois aussi, nous avons intégré ces nouveaux acteurs dont on a déjà évoqué dans le paysage audiovisuel du champ de la régulation.
on veille à un partage plus équilibré des responsabilités et de la valeur créée. Je pense que quand même, il faut noter cette avancée qui me semble majeure et qui dessine un cadre, alors que d'autres arrivent et qu'on les prenne en considération, c'est évident, mais en tout cas, nous aussi, on a pris en considération les plateformes, et aujourd'hui, dans le champ de la régulation, sont présentes l'ensemble des partages de plateformes de partage de vidéos et du streaming. Donc, on a quand même une étape décisive qui est celle-ci, avec 3 avancées que je vais me permettre de rappeler, parce que je sens qu'il faut positiver la journée, parce que si on commence comme ça... Nous ne sommes que positivation. Mais on n'est que positivisme. Je pense à Philippe Bailly, il a eu la gentillesse de nous convier, il faut tout de même qu'on reste debout jusqu'à ce soir. Donc sur l'adoption de la directive SMA, on a 3 points. On a d'une part les plateformes de partage de vidéos, les réseaux sociaux qui sont dans le champ de la régulation audiovisuelle. Alors certes, ça ne remet pas en cause, il faudrait y réfléchir à la régime de responsabilité limitée, mais néanmoins, elles ont des obligations. Elles ont des obligations en moyen de dispositifs de protection des mineurs, et ce n'est pas neutre pour nous, Français, de lutte contre les discours de haine, de protection des publics en matière de publicité. Donc ça, c'est une avancée, premier point. Le deuxième point, c'est que la directive SMA ainsi révisée marque une ambition en matière de diversité culturelle. 2 éléments qui me semblent points. D'une part, l'accroissement de la part minimale d'œuvres européennes, et comme on le dit, c'est minimum, donc on en met 30%, on peut en mettre plus, mais tout le monde s'entend pour, en tout cas s'est accordé pour que ça soit les 30% minimum. Et puis ensuite, l'application des règles du pays de destination, ce qui est quand même, là encore, une avancée majeure, puisque c'est des principes du pays d'origine qui dominent la directive, et que là, clairement, on a le principe du pays de destination en matière de soutien financier. Et puis, si j'ose dire aussi, on a une 3e avancée qui est importante, qui est celle de la prise en considération de la co-régulation, c'est-à-dire, en fait, l'obligation, finalement, de s'entendre entre régulateurs, entre États membres, pour comprendre, pour coopérer, pour échanger, et de l'information, et des bases de données, et beaucoup d'autres éléments. Donc là, cette ambition de la directive, de ces 3 directives, mais je prendrai la directive SMA plus particulièrement, c'est la réduction à la fois des asymétries réglementaires, mais aussi fiscales, entre ces différents acteurs dont les modèles d'affaires sont différents. Je me permettrai pas de terminer, parce que j'imagine que j'ai de nouveau la parole, mais néanmoins pour rebondir sur ce que disait Elisabeth Furey-Errard, c'est le fait que nous avons déjà fait au sein de l'ERGA, et j'espère que l'ERGA sera très efficace. Déjà, le CSA joue un rôle majeur, et c'est à l'initiative du CSA qu'il y a eu cette avancée sur l'ERGA, donc le réseau des régulateurs européens de l'audiovisuel, avec d'emblée de jeu dans le pipeline des propositions de révision de cette directive, et de voir et de mesurer, et nous avons publié en novembre 2018 un rapport sur justement 43 propositions d'ores et déjà, de propositions opérationnelles sur comment faire en fait pour s'entendre, et effectivement sur lesquelles les définitions, soit parce que nous ne sommes pas d'accord, soit tout simplement parce qu'on ne s'entend pas sur la définition, soit tout simplement parce que la problématique, nous sommes à des années-lumière peut-être d'un État par rapport à un autre État. Donc on a 3 situations qui sont identifiées. Si les autorités de régulation ont une appréciation différente des services auxquels les dispositions de la directive s'appliquent, donc c'est-à-dire dans le sens du périmètre actuel, il y a une dizaine de propositions en la matière. Deuxième cas de figure, si des points de vue divergent quant à la portée et la mise en œuvre concrète des dispositions, notamment pour les objectifs de promotion d'œuvres audiovisuelles européennes, là encore, des propositions sont mises sur la table. Et quand je dis des propositions, ce sont vraiment des propositions qui sont concrètes. Et puis enfin, si les régulateurs ne disposent pas au niveau national de compétences légales et d'instruments adéquats pour accomplir leur mission de contrôle d'obligation, que sont contraints de respecter les éditeurs. À chacune de ces 3 situations, et évidemment, elles ne sont pas toutes identifiées, mais néanmoins, dès que la directive SMA est sortie, l'ERGA avait déjà travaillé depuis 1 an, tous ensemble, et donc 4 groupes de travail dont le CSA a piloté celui que j'évoque là ce matin, avec des mesures plus concrètes, des propositions, compte tenu évidemment de nombreuses questions que soulève cette application de la directive. Alors, Elisabeth Furey-Errard avait vu concrètement les questions. Je voulais revenir là-dessus. Parce que vous dites dans l'application de la directive SMA, il y a des obligations qui relèvent du pays de destination et des obligations qui relèvent du pays d'émission, d'origine, par exemple. Et alors concrètement, comment est-ce que le CSA va pouvoir estimer le quota sur un catalogue, non pas sur un flux,
Comment concrètement il va pouvoir rentrer dans les algorithmes, l'explicabilité des algorithmes de Netflix qui, eux, recommandent les œuvres. Donc il va falloir mettre les mains dans le cambouis, dans les algorithmes. Et puis Elisabeth Fleury-Héra a posé une très bonne question. Quel est le pouvoir de contrainte derrière si 1 ou 2 points ne sont pas respectés? Et comment est-ce que vous allez, par exemple, les obligations d'investissement, c'est le pays de destination, les obligations de quotas, c'est le pays d'origine. Comment est-ce que vous allez gérer, par exemple, pour Netflix, qui émet depuis les Pays-Bas, comment est-ce que concrètement, entre le CSA et votre homologue néerlandais, vous allez œuvrer? Alors, j'ai 3 heures ou... Pas tout à fait. Si tu pouvais réduire un tout petit peu, ce serait sympa. Si par exemple, je vous prends un exemple, si l'ERGA formule des propositions qui visent à contribuer à réduire les disparités possibles d'interprétation entre les régulateurs sur l'identification des services auxquels la directive SMA s'applique. C'est clairement la question que tu poses reformulée. Là, ce que fait l'ERGA, c'est qu'il propose une série d'indicateurs, ce qui n'existait pas auparavant, sur lesquels qu'on puisse identifier. La question, en fait, qui sous-tend celle-ci, sans répondre point par point, c'est quoi? C'est que, à la fois, nous avons besoin de ces points d'échange d'État à État, et c'est ce que l'ERGA a permis de faire de par son existence depuis 4-5 ans maintenant, où l'ERGA est reconnu dans la commission, dans la directive, comme un lieu d'échange renforcé entre les régulateurs, ce qui permet en fait d'être un lieu de coopération, d'échange d'informations, de coopération, de s'entendre sur ou des indicateurs ou des propositions. Ensuite, ce que disait Elisabeth est tout à fait juste, c'est que bien évidemment, ce n'est pas suffisant quand on va regarder, d'où la nécessité d'une transposition dans le cadre national. Et ce qu'avait formulé, là pour le coup, le CSA, parmi ces 20 propositions, ce qui est une autre proposition, parmi les 20 propositions que le CSA avait formulées, on le disait bien que les outils étaient essentiels, et ceux de la directive SMA, c'était de la co-régulation, de travailler ensemble, mais que ce n'était pas suffisant. Et d'ailleurs, là, nous sommes en train de travailler sur la question de la manipulation de l'information, voire des fake news. On a reçu l'ensemble des plateformes, et ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, à ce niveau-là, pour un marché comme celui de l'Europe, la supra-régulation, pardon de ces termes un peu techniques, mais la supra-régulation est nécessaire. C'est-à-dire, en fait, discuter avec les acteurs, donc avec les plateformes, s'entendre sur une obligation de moyens que celles-ci doivent mettre en œuvre pour lutter contre tel et tel point, et puis ensuite, au régulateur national, donc en l'occurrence au CSA sur le territoire français, eh bien de vérifier si ces acteurs-là ont bien mis en place un certain nombre de moyens. Après évidemment, on devra s'entendre, on devra aller plus loin sur comment sanctionner, à quel niveau, et ça sera évidemment au cas par cas. Mais les questions qui sont soulevées sont évidemment encore sur la table, et c'est évidemment extrêmement compliqué. Mais il y a tout de même des avancées, des réponses, et on n'a pas attendu et considéré que c'est juste compliqué. On a des propositions, et de très nombreuses propositions sur la table, à échanger, une fois encore, et très longuement, j'imagine, avec les autres États. Je voudrais qu'on renvoie la question justement aux créateurs de contenu autour de cette table, France Télévisions, Lagardère Studio Distribution. On ira voir aussi Hervé Rony côté SCAM dans quelques minutes. Ces échelons, ces maillages de régulation qui s'enchevêtrent les uns les autres, ce timing de la régulation, de la transposition des lois, ça vous pose des soucis, vous, concrètement, pour créer ? Merci, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis la doublure de Takis Candilis ce matin et ravi d'être parmi vous. Moi, je voulais compléter, si Nathalie m'y autorise, quelques petits points sur le bilan de la commission Juncker, parce que je crois que ce qui est important, c'est que la législature qui s'achève maintenant en termes de régulation européenne aura été la législature de la prise de conscience et du réveil européen par rapport à une forme de naïveté qui était la nôtre auparavant, et d'une prise de conscience sur l'absolue nécessité pour les Européens de se doter de nouvelles règles, de règles adaptées à la révolution numérique et de règles européennes face, par ailleurs, à des acteurs mondialisés et qui utilisaient, et continuent, j'y reviendrai après, à utiliser nos règles qui sont désormais moins protectrices en leur faveur. Et si on fait... Simplement, en 2 minutes pour compléter le bilan de la commission Juncker, moi je voudrais rappeler d'autres textes qui n'ont pas encore été cités.
Le règlement de 2015 sur l'Internet ouvert, qui a été une grande avancée en la matière de net neutralité, comme on dit, en Europe. Le RGPD de 2016, et qui est en vigueur depuis à peine 12 mois, et qui là aussi a constitué une grande avancée. On parlait tout à l'heure d'algorithmes. Je rappelle que dans le RGPD, il y a des obligations renforcées de transparence et d'explicabilité des traitements de données, avec des capacités de sanctions qui ont été renforcées pour les autorités, sanctions pouvant aller désormais jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'acteur concerné. Il y a évidemment la directive droit d'auteur, dont on a déjà dit un mot. Il y a la directive SMA, dont on a dit un mot. Et moi, je voudrais rappeler dans cette directive une disposition qui est passée relativement inaperçue, mais qui, je pense, peut être très intéressante à transposer en droit national, et qui figure désormais à l'article 7 bis de l'ancienne directive 2010, qui permet aux États membres de mettre en avant de façon appropriée les contenus d'intérêt général. La directive dit que les États membres gardent la possibilité de prévoir des dispositifs de visibilité appropriés des contenus d'intérêt général. Et là aussi, je pense que c'est une piste très intéressante pour les législateurs nationaux à transposer dans, on va dire, tous les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, créateurs et diffuseurs de contenus, pour faire en sorte que les contenus qui n'existeraient pas sans nous et qui ne rencontreraient pas leur public sans nous continuent à être visibles et à être mis en avant de façon appropriée par les diffuseurs. Et ensuite, sous le contrôle de Madame la vice-présidente, la commission Juncker, c'est aussi la première commission qui a commencé à utiliser l'arme du droit de la concurrence pour réguler ou du moins sanctionner certaines pratiques. Je ne reviens pas sur les différents cas, mais ça a été Facebook sanctionné pour défaut de transparence lors de la procédure de rachat de WhatsApp, ça a été Google avec Google Shopping, ça a été Android, etc. Ça a été aussi la commission qui a commencé à faire cela. Donc là aussi, je voudrais, comme l'a fait Nathalie, un peu positiver le sujet. Les textes en vigueur ont des lacunes, comportent encore des failles, il faudra voir comment ils seront transposés, mais les 5 dernières années ont marqué un vrai progrès de la législation européenne en la matière. Alors, ici, on aime bien... non, gardez le micro, parce qu'il y a une relance. Ici, on aime bien le droit de suite. Hein, cet automne, Delphine Ernotte était là, à votre place, et elle parlait de Netflix en des termes assez soutenus. Elle disait nous ne pactiserons pas avec le diable et nous allons faire salto avec TF1 M6. Alors, entre-temps, et vous n'êtes plus à l'autorité de la concurrence, mais salto est ensablé dans les arcanes de l'autorité de la concurrence. Et, et TF1 et M6 travaillent avec Netflix. Alors, France Télévisions est-il le dindon de la farce là-dedans ? D'abord, peut-être voudrez-vous aussi un doigt de suite, Salto n'est pas ensablé, simplement on a été un peu déçus de voir que la Commission européenne avait mis plusieurs mois simplement à étudier le dossier pour dire que finalement cela relevait de la compétence de l'autorité nationale, de l'autorité française de la concurrence. Mais bon, c'est ainsi, les procédures sont toujours assez longues, surtout à la DG Comp. Après, nous travaillons en ce moment et nous espérons obtenir le plus rapidement possible une décision de l'autorité de la concurrence française. Ensuite, sur la question de Netflix, toute la problématique pour nous est une problématique à la fois d'exclusivité, de droit et de visibilité. Ce que Delphine Ernotte a dit et ce qu'elle répète, ce qui n'est pas normal, c'est que le service public finance avec de l'argent public des créations et qu'ensuite ne bénéficie pas de droits suffisamment étendus pour exposer ces œuvres qui, sans le service public, n'existeraient pas, et qui ensuite sont exposées conformément aux nouveaux usages, aux nouvelles habitudes de consommation, par des plateformes qui n'attribuent pas au service public le bénéfice du financement. Et le cas de 10% que Delphine Ernotte reprend souvent est à cet égard emblématique. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux de l'accord que nous avons passé à la fin de l'année dernière et que nous avons finalisé avec les syndicats de producteurs, qui nous permettent justement davantage de droits, plus de reconnaissance et plus de capacité d'exposition à la fois linéaire et non linéaire des œuvres que l'on finance. Mais alors, pardon, pour aller jusqu'au bout, TF1, M6 travaillent avec Netflix, France Télévisions, la position de France Télévisions, ils veulent travailler avec Netflix, ou ils peuvent coproduire des séries avec Netflix, ou ils ne le feront jamais?
Je me prononce évidemment pas pour TF1 et M6. Je vous dis notre position. Nous sommes très fiers d'être, avec les moyens que la collectivité publique met à notre disposition, le premier financeur de la création en France. Et nous voulons continuer à le faire. Notre problématique à nous, c'est une problématique de visibilité. Il faut que les téléspectateurs et internautes comprennent que c'est grâce à l'argent et aux moyens de la collectivité que ces contenus peuvent exister et que c'est nous qui les mettons à leur distribution. Et cette problématique de lien entre nous et nos publics, avec cette volonté que nous avons tous, je crois, ici, d'éviter d'être totalement désintermédiés par ces acteurs qui sont venus s'intercaler entre nous et nos publics. Et une position qui d'ailleurs est leader en matière de diffuseurs publics européens, puisque justement d'autres diffuseurs publics européens pourraient vous emboîter le pas sur la façon de revoir notamment les contrats et ces procédures-ci avec les créateurs de contenu pour les fenêtres d'exposition notamment. Emmanuel, encore une fois, quand on est du côté de la distribution, quand on est du côté de la Gardère Studio et qu'on écoute tous ces débats sur ces multiples couches de régulation, qu'est-ce qu'on se dit encore une fois ? Moi, mon point fixe ici, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut mieux créer, cette Europe des contenus, comment est-ce qu'on innove, comment est-ce que du coup on utilise ces couches de régulation pour pouvoir justement aller plus loin en matière de création. Je dirais que évidemment la situation est un petit peu complexe pour nous parce qu'on fait face un peu à une révolution des droits dont on a parlé. Et c'est vrai qu'en tant que distributeur, en même temps on se réjouit parce qu'effectivement le contenu est roi, le contenu est très demandé aujourd'hui et l'évolution des différents partenaires potentiels, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on part d'un système assez simple il y a 20 ans où on avait une chaîne payante, une chaîne gratuite et de la vidéo. Et aujourd'hui, tout est totalement bouleversé. Les chaînes payantes sont plus ou moins en difficulté. Les plateformes SVOD locales ou internationales sont de plus en plus présentes et accessoirement très agressives. Et effectivement, les chaînes linéaires gratuites sont un peu perturbées par ces phénomènes. C'est vrai que nous, en tant que gestionnaires de droits, si je puis dire, on oscille entre la peur et le fantasme des uns et des autres, ce qui rend notre vie extrêmement compliquée, puisqu'on est... notre travail quotidien est d'optimiser la visibilité et les recettes d'une œuvre. Et aujourd'hui, en fonction de notre interlocuteur, on est très sollicité par les plateformes SVOD. Les diffuseurs sont plutôt assez tendus sur la question des droits numériques. Les producteurs ont envie potentiellement de travailler et d'avoir une exposition mondiale. Et tout ça avec une prise de risque du distributeur qui est assez importante. Quand on regarde les chiffres du CNC qui ont été publiés récemment, on voit un peu les moyennes d'investissement des diffuseurs. En fiction, on est à 67%, en animation à 22 et quelques, et en documentaire 40%. Donc en fait, il faut bien trouver des financements complémentaires. Et c'est vrai que le producteur se retourne souvent vers nous, distributeurs, pour essayer de trouver de l'argent. Voilà. Donc le minimum garanti que nous pouvons payer à cette occasion doit être évidemment en échange de droits. C'est vrai que l'argent doit de fait être confronté à une réalité et il faut recouper notre minimum garanti et accessoirement travailler au partage de la valeur après ce recoupement. Et donc en face de ce minimum garanti, la question des droits est évidemment très tendue parce qu'aujourd'hui, on doit évidemment un petit peu aller de la problématique des diffuseurs locaux français, évidemment, dont il est important aussi de respecter leur stratégie et en même temps notre volonté d'optimisation et accessoirement nos propres contraintes économiques de remontée. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on s'interroge beaucoup et on essaye évidemment d'être pragmatique. Et c'est un peu tout notre travail, en particulier dans le cadre du CEDPA, syndicat des distributeurs de programmes audiovisuels, c'est d'essayer de ne pas... de lutter contre une règle générale et de pouvoir évidemment s'adapter en fonction des cas de production. C'est vrai qu'en fonction de l'investissement d'un diffuseur, la question des droits attachés, que ce soit des coproductions internationales ou des préachats internationaux, ou que ce soit la possibilité d'un fenêtrage Netflix, se pose. On est pragmatique et nous, notre intérêt évidemment, c'est de pouvoir discuter avec l'ensemble des partenaires d'une œuvre.
Alors, quand arrive Netflix, ça pose effectivement des problèmes aux distributeurs comme vous êtes. Est-ce que la réponse, c'est la course à la taille critique? Et on le sait, je vais forcément vous poser la question, puisque Arnaud Lagardère l'a évoqué à l'Assemblée Générale de Lagardère active vendredi. Il y a, selon lui, 3 acheteurs potentiels et Lagardère Studio devrait être vendu assez vite. Je ne vais pas vous demander l'acheteur, bien que j'adorerais que vous nous donniez la réponse. Ma question, c'est est-ce qu'il y a une nécessité parmi les producteurs et distributeurs d'avoir une taille critique pour pouvoir rivaliser face à Netflix, Amazon et puis les autres qui arrivent? Évidemment, je ne vais pas du tout me prononcer sur cette actualité du moment. Maintenant, c'est vrai que le groupe Lagardère et Lagardère Studio en particulier a une politique d'expansion européenne ces dernières années, puisqu'on a acquis une société espagnole leader qui s'appelle Boomerang, et plus récemment une société hollandaise et finlandaise, et qu'on a aussi des activités sur l'Afrique. Donc je dirais qu'on a fait ce constat il y a un certain nombre d'années que Lagardère était à l'époque le premier producteur de fiction, était un gros producteur évidemment sur le territoire local, mais sur le territoire européen était à l'époque à la 11e place. Bon, voilà. C'est vrai que très clairement aujourd'hui, et l'évolution des contenus évidemment actuels le confirme, le contenu est roi. Et le contenu d'où quelle que soit évidemment l'origine de ce contenu. Donc c'est vrai qu'on a énormément de contenu historiquement français, mais en réalité, moi, quand je discute avec des diffuseurs, qu'ils soient linéaires ou non linéaires, on parle de contenu européen. Et effectivement, en tant que distributeur, la question de la force du contenu, quelle que soit son origine, est clé. Donc oui, effectivement, cette expansion est très importante et le groupe a de toute façon été dans cette stratégie ces dernières années de partenariat et d'acquisition d'entreprises européennes pour évidemment pouvoir se fortifier et avoir une position plus de force aussi dans les relations avec les différents partenaires. Ce qui est intéressant parce que ça ouvre en une nouvelle perspective et nous fait un peu sortir du cadre de la Commission avec vraiment son pouvoir de régulation pour aller vers un petit peu le futur et la façon dont on peut construire des Airbus de la création européenne et de la création des contenus. Hervé, d'abord, je te fais rapidement réagir sur cette question-là. Évidemment, j'imagine que le bilan de la Commission Juncker pour la SCAM est très positif, notamment sur la directive droit d'auteur, sur la directive SMA en particulier, des victoires remportées en effet pour les ayants droit. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas aller un petit peu plus loin et encore une fois se dire que c'est possible de construire ensemble l'Europe des contenus et l'Europe du futur avec une vraie stratégie industrielle? Je crois que si je ne pensais pas il y a 5 ans pouvoir revenir à un débat et faire le bilan de la commission Juncker en ayant presque l'impression d'avoir vécu un miracle, un heureux miracle. Mais cet heureux miracle n'est pas divin, il est le fruit je pense, d'une campagne longue d'explication de ce qu'est vraiment le droit d'auteur, de ce qu'est vraiment la création en Europe, là où débarquait, un président luxembourgeois, j'ai rien contre les luxembourgeois, mais qui, j'ai travaillé à RTL, alors vous vous rendez compte, à un moment donné, j'étais suspect. Donc en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait un travail considérable, où ce que je crois très important, c'est que le vote au Parlement européen de la directive droit d'auteur, qui a été difficile, à 4 voix près, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est 5 parlementaires qui ont fait la différence au moment où il s'agissait de savoir si le texte de la directive droit d'auteur était adopté tel quel, à l'issue du trilogue, ou bien s'il était amendé. 5 voix. Voilà, donc avec des parlementaires français très majoritairement favorables, mais des pays où c'est une catastrophe, il faut le dire. La Suède, la Pologne, l'Italie, voilà, l'Allemagne très divisée. Enfin, la situation n'est pas rose. Mais en même temps, je crois que quand on cumule la directive SMA, la directive CAPSA, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est importante notamment sur une question technique de l'injection directe et de la perception des droits auprès des distributeurs comme des diffuseurs. Quand on regarde, c'est très important, je suis d'accord sur la protection des données, je crois que c'est très important. Quand on regarde l'ensemble de ces directives, on se rend compte qu'on a passé une étape clé. Et d'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est que quand la directive droit d'auteur a été adoptée, c'est le monde entier qui a regardé l'Europe en se disant « Ah tiens, ils ont eu le culot, entre guillemets, d'y arriver. Donc en Amérique, il ne faut pas croire, on nous regarde. En Europe, on est regardé. Tout ne va pas si mal sur notre continent. Et donc on a marqué des points. D'ailleurs, je l'ai senti parce que si la France est toujours en avance sur les droits d'auteur, parce que nous, on a un contrat avec YouTube, on en aura probablement un avec Netflix. Et ne croyons pas que négocier avec Netflix, c'est si compliqué que ça. Négocier demain avec le groupe M6, et M6 décide de remettre en cause nos contrats, ça ne sera pas
plus simple. Il ne faut pas non plus, je veux dire, le diable est le diable, mais arrêtons aussi de considérer que tout ce qui ne vient pas d'Europe, et à fortiori de France, est mauvais. Moi, je crois que ce qu'il faut comprendre, moi, je l'ai vécu aussi depuis un certain nombre d'années dans un autre secteur, je vois bien que ce qui se passe, c'est que s'il y a une volonté politique forte de régulation, et je pense qu'aussi l'ERGA, la régulation européenne, ça avance, je trouve que tout ça c'est très positif. Je pense que la défense des services publics européens est également positive, mais ce que je crois, c'est que si on arrive politiquement, c'est de la politique, à manifester une unité européenne, une puissance européenne, aucun acteur ne peut résister à la régulation qu'on va lui imposer. Je ne crois pas à ça. Je crois que Netflix, d'ailleurs j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec des responsables de Netflix, qui sont totalement convaincus qu'à un moment donné, il faut bien qu'ils passent dans la moulinette de la régulation. Et ça a toujours été comme ça. C'est donc, s'il y a une faiblesse politique, et vous l'avez dit, il y a des failles, donc ok, ils s'insèrent dans les failles, donc il y a toujours une période difficile, mais il y a quand même une structuration de la régulation européenne qui, SMA par exemple, c'est vrai que les 30% sont un petit miracle parce qu'on était très très loin de ça à un moment donné, mais sur la directive droit d'auteur c'est la même chose, c'est qu'on a obtenu et on a passé un cap. Et je pense aussi que le droit d'auteur, il faut le dire, est servi, la protection du droit d'auteur est servie aussi par tout le reste, par le fait qu'on est passé enfin, parce que moi ça fait, enfin sans prétention, ça fait des années que je me dis mais c'est pas possible, les politiques ne peuvent pas tolérer éternellement la dispersion virale d'informations fausses, de propos homophobes, sexistes, d'apologie de la violence, etc. Donc il y a un moment donné où le droit d'auteur est porté lui-même par cette force politique qui est de dire arrêtons ce bazar. Mais ce bazar a été longtemps apprécié parce qu'on nous faisait croire que le droit d'auteur, comme plein d'autres choses, était un frein à la liberté d'expression. Ça, c'est une critique insupportable, inacceptable. Et malheureusement, au début, la Commission était un peu là-dedans. Mais il y a eu aussi en France, je dirais, personne des responsables politiques qui était un peu là-dedans. En plus, on fait du jeunisme, donc ça permet de dire, bah, vous comprenez, je suis près des jeunes, parce que les jeunes, voilà, regardez la campagne qu'a fait à un moment donné YouTube ou Google pour essayer de faire croire que là aussi, il y avait un problème de liberté. Donc je crois qu'on a passé une étape, ça c'est fondamental. Et de ce point de vue-là, je suis toujours plutôt optimiste à long terme. Maintenant, la vraie difficulté, c'est moins finalement la question du droit d'auteur, et je pense que le droit d'auteur peut être à peu près protégé en Europe compte tenu des textes que nous avons, c'est le problème, vous l'avez évoqué aussi, de l'assiette des droits, de l'assiette en général, de l'opacité des revenus de ces plateformes. C'est d'arriver à effectivement définir des assiettes dont on sait, des droits dont on sait qu'ils sont assis sur des revenus qui sont déclarés. Il y a la question fiscale. Bruno Le Maire, hier, auprès du président de la République, a dit à quel point il avait travaillé. C'est vrai, par exemple, la taxe GAFA, on peut en penser ce qu'on veut. Mais je veux dire, il y a aussi là cette approche d'une régulation par la fiscalité. Le président de la République, d'ailleurs, l'a dit hier, en même temps, il a fait écho à ce que vous disiez. Il faut un peu changer notre système malthusien. Il a très bien dit les choses, je trouve. Il a dit un système malthusien fermé sur lui-même en expansion. Ça voulait dire que ça a fonctionné pendant très longtemps, que ça fonctionne moins aujourd'hui. Vous voyez, je répète le Macron parce que quand même, je trouve que c'est un résumé plutôt brillant de 40 ans de régulation française. Donc voilà, on retrouve là une patte quand même, voilà, une façon de dire les choses qui fait qu'on doit se remettre en cause. Mais aujourd'hui, les principes de ce modèle de régulation, ils sont là. Voilà, donc pour répondre à votre question, pour positiver, comme on dit pas très joliment en ce moment, je positive. Maintenant, il va falloir transposer ces textes, c'est compliqué. Il y a un autre sujet aussi, Francis Donat le sait très bien, l'ASCAM n'est pas d'accord avec la réduction des moyens de France Télévisions. On peut nous expliquer que c'est un moment nécessaire parce que, globalement, tout le monde est prié de faire un effort sur l'argent public. Je répète que c'est une aberration aujourd'hui de diminuer, même si France Télévisions a garanti l'ensemble de ses investissements. Quand on voit les moyens de Netflix pour investir, France Télévisions ou d'autres sont incapables de suivre les moyens que peut mettre Netflix sur des documentaires, ils vont commencer à en faire, ou sur de la fiction. Donc là, il y a un risque économique. Donc je n'ai pas eu l'occasion hier, mais je le fais aujourd'hui, d'interpeller aimablement et diplomatiquement le président de la République. C'est une erreur majeure aujourd'hui, en 2019, d'affaiblir les moyens du service public de l'audiovisuel. Et ça, c'est très inquiétant en revanche. Et je pense que ça, c'est un problème de financement, pas un problème de droit. Même si, pardon, et vous répondrez pour France Télévisions, les moyens consacrés à la création ont été sanctuarisés. Oui, alors effectivement, de là à trouver 8 milliards pour rivaliser avec Netflix, ça va être assez compliqué. Je n'ai pas dit qu'il fallait trouver 8 milliards, mais qu'est-ce qu'on dit à France Télévisions? Alors certes, on dit à France Télévisions, je ne veux pas parler pour Francis Donat, mais j'ai quand même une opinion là-dessus,
On supprime France O, bon d'accord, on supprime France O, pas d'audience, etc. On va remettre des programmes outre-mer dans les programmes de France Télévisions. On supprime France 4. C'est vrai que c'est quand même pas simple. Je me mets à la place des auteurs d'animation et des auteurs de fiction, mais surtout d'animation. Et on dit à France Télévisions, faites mieux. Bon, faites mieux, c'est pas facile. Faites plus, ça veut dire quoi? Et faites du numérique. Alors, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul? C'est pas clair quand même. C'est-à-dire que pour la même enveloppe, même si France 4 disparaît et France O, on dit à France Télévisions de faire plus. Comment voulez-vous, à un moment donné, que France Télévisions soit capable de rivaliser avec des grands opérateurs de plateforme pour faire à la fois des documentaires ou des fictions de l'animation, là je parle un peu pour tout le monde, de qualité, puissants, regardez de façon délinéarisée, et de continuer, parce que quand même, on ne peut pas abandonner la télévision linéaire, je m'assois dans le salon, je regarde ce qui se passe, puis sinon on va sur Molotov, on fait du replay, enfin peu importe, on regarde aussi la télévision traditionnelle. Cette télévision traditionnelle, avec des formats relativement traditionnels, il faut continuer à les faire. Et ça fait quand même un an que j'essaie de comprendre, et on ne me répond pas, comment France Télévisions va réussir face à des mastodontes. Et on parle, il y a Disney qui arrive, il y a Apple, il y a Amazon, enfin, on parle toujours de Netflix, mais ça en fait une 5-10 qui arrive, avec des moyens considérables. Donc France Télévisions a du talent, nous on défend toute la journée France Télévisions, mais il y a un moment donné, je trouve que politiquement, c'est une contradiction majeure, et personne ne répond à ça, d'affaiblir, parce que c'est quand même ce qui se passe, le service public, alors que la réforme en elle-même du service public est plutôt intelligente. Elle consiste à placer le numérique au cœur de la stratégie de France Télévisions. Ça, c'est le point de vue, c'est la position intelligente. En revanche, on peut continuer. Si je me trompe, tant mieux. Hein. Je ne dis pas que j'ai raison. Je dis juste que j'alerte là-dessus parce que finalement, c'est une contradiction de la position des pouvoirs publics en ce moment. Et pendant le temps justement de la transposition des directives et le temps de la régulation, pendant le temps aussi où ces débats sur les coupes budgétaires se fait au niveau national, d'autres acteurs innovent, d'autres acteurs vont chercher les audiences, d'autres acteurs produisent des contenus, d'autres acteurs sont dans la course justement au talent. Est-ce que c'est pas le moment, Guillaume Clossat, justement, de se dire que oui, on peut l'avoir, ces stratégies industrielles pour les contenus en Europe, qu'il y a vraiment des briques à poser, que ça y est, on peut bâtir des Airbus de la création à l'européenne? Si tu prends un micro, ce sera encore mieux. Je pense que c'est une mauvaise idée d'utiliser le mot Google, Airbus, etc. parce que c'est compréhensible, mais en fait, on doit inventer autre chose. Juste 2 points. J'étais le négociateur en chef au niveau européen pour les services publics en tant que directeur de l'Union européenne de radio-télévision, de tous les projets de directives. On a eu à peu près tout ce qu'on voulait. Il faut le dire quand même. Le secteur audiovisuel, public et privé, ont eu tout ce qu'ils voulaient. Le sujet, c'est est-ce qu'ils ont été assez ambitieux ? J'en suis pas certain. Et est-ce qu'ils ont eu assez de vision ? Je suis sûr que non. Non, mais je le dis parce que, je veux dire, le bilan de la commission Juncker, c'est notre bilan. Il faut l'assumer. Il est positif, mais on n'a que ce qu'on veut et que ce qu'on a demandé. Et on a un défaut de vision industrielle à l'échelle du secteur. Et il faut le dire. Mais on a oublié de dire des choses aussi, parce qu'avec Arnaud, on a négocié l'accord sur les fréquences hertziennes qui nous a permis de gagner 10 ans et des dizaines de millions. Et ça s'est joué à un cheval, un cheveu, sorry. Ça s'est joué à un gros cheveu. Pour un cheval, si je comprends. Ou un cheval de course, un étalon. Mais ça s'est vraiment pas joué à grand-chose. Et je peux vous dire que chaque année, le secteur de la distribution, le secteur des diffuseurs, économise des dizaines de millions d'euros, au moins jusqu'en 2025, grâce à cet accord. Il faut le dire. Et puis, il y a eu les bases de ce que pourrait être un projet industriel. On a, à mon initiative, lancé le Media Road, qui est un écosystème public-privé continental financé par la Commission européenne pour connecter la création et les grandes évolutions technologiques. Et c'est un écosystème qui marche. Mais maintenant, ce n'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et le sujet, c'est où veut-on aller ? Où veut-on être en 2030 ? Quelle est notre vision collective ? Sachant que vous avez commencé, madame, à définir les grandes dynamiques, mais j'aimerais les préciser, parce qu'une stratégie industrielle n'a de sens
que si on a une vision industrielle et que cette vision, elle est co-construite et partagée. Alors concrètement, c'est quoi, cette stratégie les 5 dynamiques, pardon, mais il faut une stratégie s'appuie sur une vision et sur des dynamiques. 5 dynamiques, c'est l'évolution de la concurrence du local à une concurrence globale. Et cette concurrence, elle est non seulement fondée sur des contenus de qualité, mais sur les données. Et c'est les données qui font la différence. Et le sujet des grandes plateformes, c'est que ces plateformes ont des effets inconnus des règles traditionnelles de concurrence, des effets de réseaux puissants, et avec très peu de parts de marché, en fait, elles structurent à la fois l'offre de contenu et la demande de contenu. Et le sujet, il est là. C'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à des acteurs qui, en permanence, bouleversent à la fois nos besoins de production et nos audiences. Ça, c'est le premier sujet. Et qui n'a pas été posé, sauf depuis quelques semaines, par la Commission européenne, dans le cadre d'une réflexion qui a été lancée par la commissaire Vestager sur l'avenir de la concurrence. La deuxième révolution, et elle est majeure, c'est la convergence. Et la convergence, pardon, hein, mais je vois les perspectives sur l'avenir du service public. Je suis très inquiet. J'ai fait d'ailleurs un essai pour dire quelle était ma vision. Parce que c'est le moment de téléachat. Mais non, mais Media for Good, ça n'intègre pas les grandes transformations en cours. Et donc, on va encore avoir une réforme de retard. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que la France va encore être à la traîne en prétendant être en avance. Et c'est problématique. Donc, la convergence, c'est quoi? C'est le son, c'est le texte, c'est la vidéo, c'est les jeux vidéo. Et puis, c'est une convergence entre différentes industries. L'industrie des médias au sens large, l'industrie de l'éducation au sens large, l'industrie de l'édition. Et c'est dans ce nouveau paradigme qu'il faut penser à notre avenir. Autrement, on est à côté de la plaque. Et donc, le sujet, c'est quoi la définition du média aujourd'hui? Et à partir du moment où on a une définition du média, on peut avoir une définition de la politique industrielle. Donc, c'est quoi la définition? Je suis sur les fondamentaux, mais j'en parle parce qu'on n'en parle pas assez. Le troisième, c'est la révolution du big data, de l'intelligence artificielle, de la personnalisation. J'ai fait un rapport pour la Commission européenne sur ce sujet. L'intelligence artificielle va transformer nos entreprises de manière radicale dans les 5 ans qui viennent. Quelle est notre vision là-dessus? C'est ça le sujet. Et à partir de là, on peut faire une loi audiovisuelle. Mais si on n'a pas cette vision, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Je suis désolé de le dire. La quatrième révolution, c'est la traduction automatique. C'est qu'on a des progrès qui sont considérables, on doit les accélérer parce que ça change la possibilité, la potentialité de nos contenus et ça ouvre des horizons. Et la cinquième problématique, parce que c'est plus une révolution qu'une problématique, c'est la défiance à l'égard des émetteurs de contenus de qualité. Et comment on recrée la confiance? C'est un sujet bien plus large que les fausses nouvelles. C'est un sujet qui est lié au fait que toute information est relativisée. Et donc, on est dans une guerre qui doit intégrer. Une politique industrielle doit répondre à ces 5 questions. Après, comment la faire? Il faut la faire vite. Il faut la co-construire avec les acteurs européens. Vite, à dimension européenne, ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire qu'il faut mettre en place un forum des parties prenantes du secteur des médias. Moi, je recommande que ça soit fait d'ici la fin de l'année et qu'on se laisse 18 mois pour définir une vision à 2030 et qu'on utilise dans le cadre de cette vision les 6 outils de politique industrielle que sont l'éducation, que sont évidemment la régulation, la refonte de la concurrence avec la création d'une agence, d'un organe de régulation numérique supranational qui peut s'appuyer sur les organes existants et qui a la possibilité d'avoir accès aux données des GAFA, ce qui n'est pas le cas, et un rôle aussi, une définition des plateformes systémiques, parce qu'on ne peut pas contrôler de la même manière un petit média et un média transnational qui structure le marché, qui structure la démocratie et qui structure la demande. Donc le sujet, il est là. Et après, il faut mettre des moyens, et des moyens sérieux. Précisément, Guillaume. Là, on a fait le tour. L'Europe régule, l'Europe fait des directives, l'Europe parlement. Alors maintenant, est-ce que, et ça on l'a vu, vous avez fait un rapport pour la prochaine commission et on va se projeter dans l'avenir. Est-ce que maintenant on arrête de réguler, on arrête de faire des directives et est-ce qu'on investit? Parce que vous dites, ce qui manque,
c'est qu'on peut avoir toutes les directives qu'on veut. Si on n'a pas investi dans l'intelligence artificielle, si on n'a pas investi dans le blockchain, si on n'a pas investi dans le big data et le traitement des données, on pourra réguler tout ce qu'on veut, on ne sera pas maître de notre situation. Exactement. Parce que maintenant, il ne faut pas investir, et combien? Alors, j'ai fait des propositions qui sont consensuelles, j'ai rencontré 60 parties prenantes au niveau européen, nord, sud, est, ouest, les Américains bien sûr, tout le monde de la recherche, pour voir ce qu'on pouvait faire pour créer cette dynamique. Nous proposons dans le rapport la création d'un fonds européen de transformation numérique. Il faut voir ce qu'on entend par numérique. En effet, tu l'as dit, Enguerrand, il faut intégrer l'intelligence artificielle, le big data, la traduction automatique, parce que c'est ça qui va forger les médias de demain. Nous proposons de mettre tout de suite 1 milliard. Et pour parler en off the record, mais je crois qu'on n'est pas vraiment en off the record, cette idée m'est venue d'une discussion avec Google qui m'a dit, en vérité, il n'est pas normal que Google, via le Google DNI, soit l'entreprise qui connaisse le mieux tout le secteur audiovisuel européen et le secteur médiatique européen, avec un investissement très, très minimal. Je me demandais de quoi on aurait besoin pour, et c'est comme ça qu'on a évalué la création de ce fonds. Le deuxième élément, c'est la R&D. Aujourd'hui, dans les discussions, il y a 100 milliards de R&D dans le futur programme Horizon Europe. Il faut au moins que 3%, contre quasiment zéro aujourd'hui, de ces 100 milliards, soient dédiés aux médias et aux industries créatives. Ça veut dire 3 milliards contre rien. Dans la R&D, tout simplement parce que ces industries sont drivées, sont guidées par la R&D. Et puis, il faut promouvoir à la fois des écosystèmes de partage. La Commission a mis 1 million sur le Media Road, qui est un projet pilote, je crois, auquel participe France Télévisions. Il faut mettre beaucoup plus pour avoir un secteur des médias, des industries créatives qui rencontre à la fois la création et la technologie et qui pense l'avenir de manière beaucoup plus structurée et beaucoup plus rapide, qu'on ait une sorte de Silicon Valley des médias à l'échelle européenne décentralisée. Et il faut des projets véritables. Et dans le cadre, ce qui est intéressant chez Airbus, en fait, c'est que la Commission a joué... Mais non, mais bien sûr, mais la Commission a joué un rôle pour préparer le terrain pour qu'Airbus soit possible. Et c'est là où il faut qu'il y ait un travail autorité nationale, autorité européenne, pour d'abord que l'affaire Salto ne se reproduise pas, parce que moi j'aurais tout de suite pu vous dire que c'était pas à la Commission, mais c'était au niveau national, on aurait pu gagner 18 mois. Mais parce qu'on le savait, parce qu'on a un précédent, on a plusieurs précédents au niveau européen, et qu'il y a un vrai sujet qui est de modifier les régulations nationales. En Allemagne, elles sont très contraignantes. En France, elles ne sont pas si faciles. Donc là, il y a une réflexion à avoir. Et donc, il faut préparer le terrain pour préparer de vraies plateformes de distribution de contenu de qualité à l'échelle de l'Europe. Et ces plateformes, aujourd'hui, on peut les mettre en place. Merci, Guillaume. Parce que pour là, un coût bien inférieur à ce qu'on pense. Voilà. Guillaume, merci. Donc, concrètement, 3 milliards plus 1 milliard. 3 milliards plus 1 milliard. Égale 4 milliards. Mais c'est pas que de l'argent. Non, mais c'est une affaire d'argent. Mais c'est mieux que le million dans milliards. Il faut savoir aussi faire des Airbus, mais il faut savoir conclure un débat. Et il va être temps. Donc, vous avez utilisé le mot miracle. Donc, chacun va prendre la parole très rapidement pour dire si effectivement le bilan de la commission de Saint-Juncker est un miracle ou n'est pas un miracle. C'est plutôt un miracle. Comme je vous le disais, on a contribué, c'est le moins qu'on puisse dire, à ce que ce miracle ait lieu. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on a régulé, on a de bons textes. Il ne faut pas, je pense, que la prochaine législature soit une législature de remise sur le tapis d'un certain nombre de textes. Et je suis totalement d'accord avec Guillaume sur la nécessité maintenant de passer à autre chose, qui est de construire l'avenir, de faire de la recherche et du développement. Nos métiers sont très conservateurs, ne savent pas le faire, et il faut s'emparer de la recherche et du développement. C'est fondamental, je suis absolument d'accord, et surtout que la prochaine législature ne serve pas à nouveau à trop de textes. Merci, Elisabeth Fleury. Miracle ou pas miracle? C'est peut-être un miracle, mais ce n'est pas la question. Il faut se méfier des miracles. Enfin, je crois d'ailleurs que c'est un miracle. Mais le sujet, c'est demain. Bravo sur ce qui a été fait, c'est vrai. Mais le sujet, c'est demain. Et je crois que si le miracle nous incite à positiver, c'est horriblement dangereux. Je pense que le pessimisme, c'est ce qui nous permet d'analyser la situation et surtout ce qui nous permet de faire le chemin que nous propose Guillaume de façon absolument passionnante et évidente. Guillaume, justement.
Moi, je vous invite à lire le rapport que je n'ai pas fait seul, hein, vers une souveraineté médiatique européenne. Il y a le bouquin encore mieux parce que c'est l'avenir du service public. Non, juste pour vous dire. Donc ce rapport a donné lieu une semaine après sa publication à une réunion des parties prenantes industrielles européennes. Le vice-président Zip a demandé au service de la Commission de préparer une feuille de route pour la prochaine Commission dans ce qu'on appelle la legacy, l'héritage, pour le mettre en œuvre. Mais la mise en œuvre ne sera possible que si les parties prenantes se mobilisent et s'approprient ce rapport. Mobiliser, être partie prenante très rapidement. Je suis désolé, Guillaume. France Télévisions. Collectivement, de vous bouger. Est-ce que France Télévisions se bouge ? Merci. Alors, miracle ou pas miracle, on m'a appris que le miracle, c'était ce que la science n'expliquait pas encore. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Bilan extrêmement positif que l'on doit, ainsi qu'Hervé l'a dit, à la mobilisation de tous les acteurs, du gouvernement français et des parlementaires français au Parlement européen. Sur cette législature, nous avons fait des progrès considérables en termes de prise de conscience et de définition d'un corpus de règles au niveau européen qui vont beaucoup aider les acteurs que nous sommes. Je finis simplement sur un point. Il faut maintenant que dans les perspectives pour la réforme de l'audiovisuel, les règles qui s'appliquent aux acteurs traditionnels et vertueux que nous sommes soient simplifiées. Je ne veux pas reprendre ce qu'a dit le président de la République hier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces règles sont devenues malthusiennes, protectrices qu'elles étaient, elles ne le sont plus, et désormais elles entravent simplement la croissance des acteurs vertueux, sans nous protéger nullement de ceux qui, très allègrement, contournent ces règles pour caracoler en tête. Nathalie. Nous avions besoin d'un nouvel espace médiatique culturel européen dessiné. Nous l'avons. Donc, c'est-à-dire que nous avons ici construit pendant plusieurs années le cadre dont nous avions besoin, nous, Européens, pour pouvoir maintenant repenser, renouveau, c'est-à-dire se tourner maintenant vers effectivement l'investissement, la culture, la recherche. Donc effectivement, c'est positif, on ne peut pas nier que ça ne le soit pas. Moi, je crois pas simplement au miracle, je crois à l'action, et donc il me semble qu'on ne peut fonctionner qu'en étant, par contre c'est une leçon à tenir pour la suite, en étant unis. Donc il faut effectivement que l'ensemble des acteurs de l'écosystème s'entendent aussi pour savoir qu'est-ce que nous voulons construire ensemble dans ce cadre nouvellement dessiné. Et le mot de la fin avec Emmanuel. Je dirais que c'est une chance. J'ai évoqué le boom du contenu. C'est vrai que pour la distribution et pour les producteurs, c'est une opportunité de nouveau business. Mais pour autant, il est extrêmement important de ne pas laisser cette asymétrie entre les partenaires linéaires et ces nouveaux partenaires non linéaires. Et j'espère évidemment que la loi ira même encore plus loin, parce qu'en dehors des obligations d'investissement, il y a la définition de la production indépendante qui doit être bien clarifiée pour que tout le monde puisse l'appliquer. Un bilan certes, mais aussi des perspectives. Merci infiniment à tous les 6 pour cette discussion.